Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolibump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolibump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolibump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolibump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Sarala. Bonjour Clémentine. Salut Marie. Donc Clémentine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais tu es maman d'une petite fille, nous expliquer tout ça. Alors je suis journaliste, c'est ma première définition, mais je suis en train de changer de voix, donc je peux me définir autrement. Mais j'ai bientôt 31 ans. J'habite à Bordeaux et j'ai eu une petite fille en septembre 2017 qui s'appelle Ella. Et sans que je m'y attende, mais comme beaucoup m'avaient prévenu, ça a complètement bouleversé ma vie et changé tout ce en quoi je croyais et comment je me percevais. Donc ça a été une expérience déterminante dans ma vie. Et j'ai eu 30 ans aussi peut-être cette année-là, donc ça faisait beaucoup d'un coup. Écoute, justement, on va en parler. Donc déjà, en fait, comment tu as appréhendé ton rôle de maman? Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Comment ça s'est passé? Voilà, tu peux nous expliquer. Alors, c'est assez paradoxal parce que moi, j'ai eu mon BAFA à 17 ans, j'ai toujours aimé les enfants. Tous mes jobs d'été, c'était avec des enfants. Je passais 2 mois de vacances. J'étais pas dans les bars ou dans les restos comme mes copines sur la côte. C'était mon choix. Moi, je préfère aller en colo parce que j'aimais les enfants. Et en même temps, j'ai toujours dit à mes copines, moi, avant 35 ans, jamais j'aurai d'enfants. J'ai beaucoup d'ambition, sans que ce soit péjoratif. Je pense que j'avais déjà compris que c'était compliqué de mener 2 carrières en même temps, ou d'arriver à trouver un équilibre. Donc j'avais compris que si je voulais vraiment être épanouie dans ma carrière, il fallait un peu que j'attende pour faire des enfants. Ouais. Et puis en fait, tu vois, j'ai eu un enfant à 29 ans, donc rien à voir. Ouais. Mon schéma familial, moi, ma mère, elle m'a eu à 34 ans, je suis l'aînée, donc... Ah ouais. Alors pour l'époque, c'était tard. Pour l'époque, c'était tard. Donc j'avais pas du tout cette pression, cette vision de moi de me dire, dans la vingtaine, il faut que je sois maman. D'accord. Et puis en fait, on prévoit pas dans la vie. Ouais, c'était voulu ou c'était arrivé comme ça? Non, c'était très voulu, c'était prévu, ouais. C'était même... j'ai un métier très particulier parce que je suis journaliste en sport, donc j'ai pas honte de le dire, hein, ma fille, elle le saura, qu'on avait prévu pour que j'accouche en septembre parce que ça me permettait de terminer la saison et de reprendre un moment où c'était pas trop compliqué, je ratais pas trop de choses. Bon, voilà, ça c'était avant que j'ai un enfant, j'avais prévu dans ce... C'est comme c'est super, en plus j'avais planifié, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on que le timing soit respecté, quoi. On a eu beaucoup de chance. Parce que ça aussi, moi, je m'étais dit, oui, je veux que ce soit là, ça sera à ce moment-là. Ça a été le cas, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc, on avait un peu, envisagé ça comme ça. Après, moi, j'ai toujours dit que je voulais les enfants tard. J'ai toujours aimé les enfants, mais je me suis jamais imaginée maman. Paradoxalement. D'accord. Donc il n'y avait pas de projection. Non, je me suis jamais dit, moi, je suis quelqu'un qui serait une maman, c'est sûr. Pourtant, je savais que j'avais une fibre très particulière avec les enfants et que j'ai vraiment beaucoup de patience. J'adore ça. Les enfants, ça me fascine. Ça m'a toujours vraiment émerveillée. Donc, c'était bizarre de pas avoir non plus cette envie. Je sais que je connais des gens qui me disent, moi, depuis petite, je voulais être maman. Pour moi, c'était pas ça. Ouais, toi, t'imaginais... j'avais pas de pression particulière. Ça, c'est super. En fait, à la limite, comme ça, c'est la découverte. Exactement. Et alors, du coup, comment s'est déroulée ta grossesse? Comment ça s'est passé? Parce que du coup, t'avais quand même un bon rythme, j'imagine. Ouais, alors c'était très dur les 3 premiers mois. Pour ceux qui ont déjà eu un enfant savent que la plupart du temps, en fait, c'est quasiment les plus durs. Ouais. Tu le dis à personne et t'es très fatiguée. Moi, ça correspondait avec la période du tournoi destination, qui est une période très, très chargée dans mon métier. On travaille 6 jours sur 7, on est en déplacement, j'ai fait 7 pays en même temps, et c'était horrible. À 19h, j'avais envie d'aller me coucher. Et moi, les 3 premiers mois, j'étais vraiment dans une phase de dépression.
Ah ouais. Je le dis parce que quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit ah mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, j'avais oublié, mais moi aussi les 3 premiers mois c'était très très dur. Moi j'avais la nausée toute la journée, je vomissais pas, mais tout me dégoûtait. Et alors en étant à Paris avec les odeurs et tout, c'était la pollution, je supportais plus rien en fait. Et donc c'était très très dur. Et tu sais, c'est le moment où tu sens pas ton bébé. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tes pantalons commencent à te faire un peu mal au bas du ventre, c'est très désagréable, t'es limite comme un peu ballonné, enfin c'était pas du tout la période la plus agréable. Et puis on est parti en vacances à Bali dans mon 4e mois, et là c'est bon, ça a été j'étais en maillot de bain, j'avais pas de choses qui compressaient mon corps, donc c'était génial. Et en fait voilà, comme on m'avait dit, tu verras à partir du 2e trimestre c'est plus simple, enfin on est plus épanoui. C'est vrai que c'était beaucoup plus agréable. Et je voulais aussi, dans ma planification, être enceinte l'été. Je sais que pour plein de gens, ça paraît complètement fou, parce que avoir un gros ventre, et parfois on fait de la rétention d'eau. Moi, j'ai pas eu ça, donc moi, j'étais en maillot de bain, en tongs, j'allais pas me faire chier comment je m'habille, qu'est-ce que je dois mettre. c'est sûr. J'étais à la plage tout le temps, ou à la piscine, enfin, je pouvais être dans l'eau. Moi, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Mon dernier trimestre. Alors, j'ai accouché fin septembre. J'avoue, à Bordeaux, le dernier mois, il y a eu des 40 degrés. J'avoue, j'ai souffert. Mais bon, je me dis, en fait, tu souffres quoi qu'il arrive, parce que c'est sûr. Non, mais c'est clair. Parce que tu te réveilles tout le temps, t'as envie de faire pipi. Voilà. L'hiver, t'as froid. Pour s'habiller, ça doit être compliqué. Donc non, après, ma fin de grossesse, comparé à mes 3 premiers mois où je me suis dit, mais si c'est comme ça 9 mois, je vais jamais y arriver. Moi, je croyais que c'était génial. On te vend quand même beaucoup le truc, t'es épanoui, machin. C'est vrai. Les 3 premiers mois, je disais, mais il y a eu un mensonge dans la publicité. Et puis, en fait, non, je suis d'accord. Moi, personnellement, en tout cas, c'était génial. J'avais des cheveux, mais magnifiques. J'avais une peau, mais je regrette cette période, tu vois. Juste pour ça. D'accord. Et ton accouchement, ça s'est passé comment, en fait? Ça a été, c'est venu naturellement. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'avais pas la tocophobie. J'ai appris plein de mots. Donc c'est quand on a peur de l'accouchement. Ah, je connaissais pas ce mot. Incroyable. La tocophobie. J'avais pas du tout peur que mon corps change et de l'accouchement. J'étais très renseignée. En fait, donc j'ai vécu aux États-Unis il y a 13 ans, et ils sont beaucoup plus en avance que nous sur l'accouchement, la maternité. Voilà, je connaissais plein de termes. Dans ma famille américaine, les femmes, elles ont soit accouché à la maison, soit avec des doulas, soit dans l'eau. J'étais là, j'ai compris ce que c'était. Moi, toutes mes copines, personne ne sait ce que c'est une doula. C'est les accompagnantes dans la maternité. Bon, on peut aussi avoir les assistantes périnatales, mais donc j'avais un projet de naissance. Moi, je voulais accoucher dans l'eau. Je voulais quelque chose qui était beaucoup plus naturel que juste être allongée, péridurale. Et moi, je suis née par césarienne d'urgence. Donc je sais aussi qu'il y avait des risques, puisque c'est comme ça que je suis née. Mais ça a aussi induit beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que les bébés nés par césarienne, ils sont pas exposés aux microbes de la mère. Donc moi je suis intolérante au lactose, au gluten, j'ai des problèmes, voilà. Et ça on le sait aujourd'hui, que la flore intestinale, c'est très important que le bébé passe par voie vaginale. Donc je voulais quand même que ce soit un peu dans ce projet-là. Je voulais éviter au maximum la péridurale. Après, je pense que j'étais pas assez décidée dans mon choix pour le faire, parce que j'ai choisi une maternité où on pouvait gérer toutes ces contractions dans l'eau, ce qui était primordial pour moi. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai pu le faire, et ça a tout changé. Génial. Mais après, voilà, au bout de 8 heures de souffrance, j'ai dit, bon, je veux bien la péridurale. Et là, j'ai eu affaire à un gros connard, je le dis, même si ça devrait pas employer ce mot dans un podcast, mais j'ai fait face à la violence obstétricale, et du beau mansplaining, du beau patriarcat. C'est l'anesthésiste j'avais des contractions qui s'enchaînaient là. Il y avait pas, on te parle de vagues dans les contractions. Moi, j'avais plus la vague, je respirais plus, j'avais plus à respirer. J'avais trouvé plus le point pour le faire. Et il était 1h du mat, on a dû le réveiller dans sa garde, le pauvre, alors qu'il est surfacturé quand même. Oui, et puis bon, c'est son métier. C'est son métier de soulager les gens. Et donc, quand on te met dans une position pour la péridurale, c'est pas du tout une position physiologique pour accoucher. Donc, pour gérer ta contraction. Et moi, j'étais en plein dans les contractions, je hurlais en fait. Mais bon, c'est normal. Oui, et puis chacune réagit du processus. Et lui, il m'a quand même sorti, c'est insupportable, hein, mademoiselle, il va falloir arrêter de crier parce que bon, moi, ça me gave. Là, j'ai réussi à me concentrer 2 secondes, j'ai pris ma respiration, je me suis retournée, j'ai dit pardon.
Il y avait mon mec qui était là. Mon mec, il a pas compris. Il a dit, mais il pensait que c'était une blague. Je lui ai dit, mais vous êtes une femme? Vous avez déjà eu des contractions? Je lui ai dit, non, alors vous vous taisez. Il dit, oh non, mais c'est bon, on peut plus faire son boulot. Parce qu'en fait, il m'avait raté 3 fois, donc il me faisait encore plus mal. Oh là là, la Un galère. enfer, Ouais, un enfer. ouais. Et là, mais je me suis retenue de pas... Mais franchement, et mon mec, j'ai cru qu'il allait s'en prendre une. Mais il est fou, le mec. Il était fou. Ouais. J'ai rien dit, parce qu'à un moment, tu veux quand même ta péridurale, t'es en souffrance. Ouais, et puis bon, t'es quand même en train de souffrir. Et non, mais là, c'est pas possible qu'un mec te dise, c'est pas possible. Mais t'es dans une situation... En fait, ce qui est terrible dans ce genre de cas, c'est que t'es dans une situation de vulnérabilité totale. Donc, de toute façon... Et j'ai lu tellement de choses aujourd'hui sur l'accouchement, sur ce qu'on doit laisser faire aux femmes, sur comment les accompagner, comment être... Mais comment on peut dire à une femme, arrêtez de crier, c'est insupportable. Ouais. Mais qui êtes-vous? C'est quoi votre métier? Ah oui, soulager les gens, ok, changer peut-être. C'est clair. Et en fait, c'était... Et le sage-femme qui était trop gentil m'a dit, bon, je suis désolée, je pouvais pas vous le dire avant que ce mec-là était... Parce que je voulais pas que vous tendiez à avoir la péridurale. Apparemment, c'était pas son coup d'essai. Non, voilà, c'est quelqu'un comme ça. Ensuite, ils sont venus s'excuser à la maternité, mais c'est des gens extérieurs, en fait, ces gens. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir sur eux, donc... Mais j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée de comment on peut se comporter comme ça aujourd'hui. C'est fou, c'est clair. Enfin bon, bref. Donc voilà. Mais non, sinon, mais bon, c'est intéressant. Et c'était ma gynéco qui me suivait, qui m'a accouchée, qui était géniale. Et donc, ça, c'est super. Voilà. Donc, ça, c'est une chance. Ouais, mais c'était long. C'était long. Comme un premier, quoi. C'est ça. Et alors, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois? Alors c'est vrai que moi, comme ça a été très long, l'accouchement, j'ai ressenti quand même que j'étais très soulagée quand ils l'ont sortie parce qu'elle était mal placée dans mon bassin, donc ça m'a fait très très mal. D'accord. Ils ont mis beaucoup de temps à faire en sorte qu'elle puisse être à sortir de mon ventre. Et j'ai pas du tout ressenti le waouh, c'est merveilleux. Mon mec, il a pleuré. Moi, j'étais là, merci, enfin, c'est fini. Ouais. Soulagement dans la salle. C'était juste, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter, cette douleur. Merci, quoi. Ouais. Parce que on me dit, oui, les douleurs de la contraction, on oublie. C'est vrai. J'ai oublié les douleurs de la contraction, l'intensité. Je vois à peu près ce que ça fait encore dans ma tête. Par contre, la douleur de elle bloquée dans mon périnée, je l'ai encore. Ouais, tu la sens encore. Elle est vraiment restée longtemps, elle avait la tête de côté, et donc je me souviens encore de cette douleur. Donc forcément, quand j'ai pas ressenti cet élan d'amour de dingue que certaines femmes parlent d'entrée, quoi. Par contre, on va dire, j'ai accouché le matin à 9h30, la première nuit, tu dors pas. T'es comme ça devant ton bébé, wow, c'est quoi ce truc, c'est à moi, c'est fou. Et là, voilà, tu ressens quand même... Et puis après, c'était plus de l'amour, c'était du... Oh, vous touchez même pas mon bébé, c'est mon truc, c'est à moi. C'était animal, quoi. Ah ouais. C'est fou, c'est fort ce sentiment. Ouais, c'est fort, c'est clair. Et alors, comment se sont passés tes premiers mois de maman? Donc, du coup, quand t'es rentrée à la maison, donc tu me disais que t'avais allaité, comment ça s'est passé? Et puis voilà, comment s'est passé le retour pour toi et l'installation dans cette nouvelle vie? Alors, j'étais hyper heureuse d'avoir fait tous les cours de prépa à l'accouchement. D'accord. Je le conseille à tous les gens, parce que même si vous avez l'impression que ça sert à rien, choisissez des bonnes sages-femmes et faites-les, parce que ils nous avaient quand même bien prévenu sur la chute d'hormones à 72 heures, donc voilà, à la maternité, d'avoir cette décharge émotionnelle. Moi, je me suis retrouvée à pleurer, mais à pas savoir pourquoi. Le deuxième jour, elle est dans une angoisse. Et voilà. Et la sage-femme, quand elle est venue, elle m'a demandé, est-ce que vous avez pleuré? Oui, ok, c'est normal. Et j'étais quand même déjà à savoir que ça arrivait. Après, j'ai ressenti beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. J'ai pas fait un baby blues ni une dépression postpartum, parce que m'occuper de ma fille, c'était vraiment la chose qui me procurait de la joie. Et je sais que quand on a un postpartum, c'est qu'on peut pas s'occuper de son bébé. Mais j'étais quand même dans une période, les 3-4 premiers mois, où voilà, je pouvais pleurer par terre pendant des longues minutes sans savoir ce qui m'arrivait. Je pense que je me sentais seule, parce que mon mec était complètement dépourvu, enfin il savait pas ce qui se passait. Bien sûr, lui il ressentait rien, et moi j'étais agacée de voir que lui ne comprenait pas ce que je ressentais, parce que toi tu te sens, mais pourquoi moi je suis comme ça? Voilà, le postpartum, c'est vraiment une période très particulière que j'ai étudiée pour comprendre. Il y a très 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 peu d'études en France là-dessus. On étudie très peu, malheureusement, le cerveau de la femme. Alors j'ai lu énormément d'études américaines,
anglaise. J'ai discuté avec des professeurs. Enfin, bon, je me suis vraiment enseignée. On appelle ça la matrescence. Je sais pas si tu connais. Non, je connaissais pas du tout. Donc, la matrescence, c'est tu vois cette période magnifique qui s'appelle l'adolescence, ouais. où ton corps et ton cerveau changent en fait dans une période ingrate. Mais la matrescence, c'est voilà la maternité couplée à l'adolescence, c'est-à-dire qu'en 3-4 mois, il t'arrive ce qui t'est arrivé à l'adolescence. D'accord. Ton corps a changé et ton cerveau a changé. Aujourd'hui, ils ont étudié les zones du cerveau. On sait qu'il y a des zones qui s'activent, d'autres qui se désactivent pour te permettre de prendre soin de ton bébé. D'accord. J'avais jamais entendu parler de ça. Et ouais, mais moi, ça m'a vachement aidé de mettre un mot dessus. Ouais. Ok, la matrescence, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde quasiment. Plus ou moins fort. Moi, je pense que c'était très fort. Moi, je m'en suis quand même retrouvée à me dire... je veux être femme au foyer, je veux plus jamais retourner travailler, je peux pas quitter mon bébé, c'est impossible. Ouais. Alors je pense que l'allaitement, ça permet une connexion très forte que sûrement t'as pas quand tu n'allaites pas. Moi je voulais pas allaiter à la base. Ouais. Et justement pendant les cours de prépa avec les sages-femmes, elles nous ont exposé les pour, les contre, en gros les avantages et les inconvénients d'allaiter ou pas d'allaiter, de donner le biberon. Et donc elles nous ont dit vous choisissez sans pression. J'ai dit ok je vais essayer. Et en fait je me suis dit mais heureusement que je l'ai fait et j'ai dû arrêter d'allaiter pour reprendre le travail. Ça a été une souffrance. Au bout de combien de temps ? Bah, tu sais, le sevrage, tu le fais, tu commences un mois avant d'arrêter. Donc, j'ai dû arrêter à 2 mois et demi. Ouais. Oh, mais c'est juste au moment où ça commence à être exceptionnel et facile. Et t'as passé les 3 premières semaines très dures. Et c'est un truc, mais comme ça, avec ton bébé, c'est magique, quoi. Ouais. Quand j'ai dû commencer à arrêter, ça a aussi participé au fait que c'était très compliqué pour moi. Très compliqué. Ouais. Mais c'était fou parce que t'as cet amour, mais que tu peux pas soupçonner. Ouais. Et ça, moi, comme tout le monde, j'aurais dit arrêtez de nous caver avec ça. Mais bon, non, mais ça existe. Et en même temps, cette détresse, cette solitude face à tes émotions. Ouais. Parce que moi, pendant ma grossesse, j'ai pas eu le sentiment d'avoir les hormones qui jouaient avec vraiment ces états fous où tu peux passer du rire aux larmes. Non. Par contre, après, très très fort. Et j'étais pas assez préparée à ça. Ouais. Aujourd'hui, je ferais différemment. Enfin voilà, dans les cultures anciennes, pendant 40 jours, la maman, normalement, elle est allongée, on s'occupe d'elle. Ouais. Elle s'occupe de son bébé, mais on s'occupe d'elle, on lui fait à manger. Moi, j'avais ma mère à côté, mais heureusement, elle venait me faire des soupes. J'étais incapable de me faire à manger. C'est ce que j'allais te demander, si t'avais un entourage à côté. Ah ouais, heureusement que ma mère, elle était là. Ouais. Parce que mon conjoint, il travaille beaucoup en déplacement. En fait, il a réussi à rester beaucoup avec moi avant que j'accouche parce qu'il voulait pas rater l'accouchement, donc il était là. Mais une fois que j'ai accouché, il a pu repartir. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il était pas là aussi de temps en temps. Et voilà, il y a un décalage qui se crée parce que toi, t'es H24 avec ton bébé, en plus tu l'allaites, donc c'était pas simple. On a vraiment mis plusieurs semaines à trouver un rythme. Donc au bout de 3-4 mois, t'as trouvé ton rythme de croisière, quoi. Non, parce qu'on a été forcés, parce que j'ai repris le travail. Et du coup, c'est parce que j'étais en déplacement, il avait pas le choix. Donc, c'était... Franchement, si c'était à refaire, je referais jamais comme j'ai fait. J'ai été incapable de m'écouter. Je pouvais pas reprendre et je l'ai fait parce que j'ai un métier particulier où ça avait été annoncé dans la presse que je revenais en janvier, donc dans ma tête c'était je peux pas leur dire que je reviens pas. Moi il m'aurait fallu 6 mois après l'accouchement, un petit peu plus. C'est clair, il me fallait qu'elle ait 6 mois. Elle était pas du tout dépendante et j'ai eu de la chance, c'est ma mère qui l'a gardée, mes beaux-parents, elle n'a pas été en collectivité, tu vois. Mais quand même c'était que de la souffrance de l'AVC. Je savais pas ce que j'avais beau faire ce qu'on dit le plus beau métier du monde, j'en avais rien à faire. J'étais loin de mon bébé, quoi. Des fois, j'étais dans d'autres pays. Elle avait 3-4 mois. J'avoue, ça doit être déchirant. Ah ouais, c'était horrible. J'ai pas vécu ça, moi. C'est vrai que du coup, essayer d'imaginer, c'est... c'est plusieurs nuits, des fois 3-4 nuits, t'es loin. Alors quand ils sont tout petits, dans un sens, tu dis, bon, ils s'en rendent pas bien compte. Ce qui est vrai. C'est vrai. Ils te le font pas ressentir. Mais aujourd'hui, ma fille, dès que je quitte la pièce, elle est dans une angoisse. La séparation, elle est beaucoup plus difficile. Tu sens que ça l'a marqué un peu, je pense. Et ça a été aussi un des chemins de me dire, je peux pas faire ça à ma fille, c'est pas possible. Du coup, on va en parler justement. Et du coup, effectivement, en fait, t'as changé de vie professionnelle. Donc, quelques temps, en fait, après ta reprise, donc 6 mois après, je sais plus. Après ma reprise, 6 mois après. 6 mois après. Et donc, en fait, tu étais journaliste pour France Télé, donc sur toute la partie sport. Et là, maintenant, en fait, du coup, t'es indépendante, en fait. T'es devenue journaliste indépendante. Parce qu'il faut préciser, en fait, qu'à l'époque, déjà, tu vivais sur Bordeaux, mais tu travaillais sur Paris. Donc, dans tous les cas, même quand tu voyageais pas, tu voyageais, en fait, dans tous les cas pour travailler, quoi. Voilà. Exactement. Il y avait la LGV, donc tu vois, les allers-retours, tu peux les faire dans la journée, mais c'est énormément de trajets.
c'était pas la meilleure solution pour moi en postpartum où t'es déjà très fatiguée quand t'allaites, voilà, tu te lèves toutes les nuits. C'est sûr. C'était compliqué et je te dis, je pense que peut-être que les choses auraient été différentes si je m'étais écoutée que j'avais repris qu'à 6 mois. Ouais. Je me suis mis beaucoup de pression pour me dire, je peux pas attendre des choses de moi alors que c'était ridicule. Enfin, mais bon, ça, c'est comme ça. Hein. Oui, je sais on que apprend, voilà, en fait, si j'ai un autre enfant, je ferais complètement différemment. Ça m'a vraiment transformée là-dessus. Et puis je te dis, j'ai tellement lu de choses sur ce thème, sur ça. Voilà, on est très préparé à s'occuper des bébés, mais dès qu'une fois qu'on a, enfin, tu le vois, t'es enceinte, donc toute la grossesse, on prend soin de toi. Ouais. Une fois que t'arrêtes. Ouais, c'est fini, quoi. Voilà, tu te débrouilles. Bon, c'est clair. Alors qu'en fait, finalement, c'est le moment où t'as le plus besoin. Ouais, c'est clairement là où il y a un manque. Il y a un gros manque en France. Ouais. Et donc, tu vois, j'ai repris et j'étais là, mais ça va être dur. Ça va être très dur. Je vais le faire. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Bon. Ça a été compliqué pour moi, vraiment. Donc, j'ai lutté pendant 6 mois. Je prenais pas vraiment de plaisir. Ouais. Et à un moment, tu fais le constat. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? J'ai fait une liste de pour, de contre. Ouais. Ça faisait 6 mois que c'était en moi. Peut-être qu'il me fallait une grossesse pour avoir ce déclic. Je sais pas. Ouais. Tu vois comment c'est la vie. C'est comme ça que les chemins ont pris. Et donc, quand j'en ai parlé un peu à mon entourage, bon, mon mec, il était hyper... Enfin, il m'a su... compréhensif. Oui, on m'a encouragé. Pas de... Ouais. Et mon père m'a dit, ok, mais tu pars pas sans savoir ce que tu fais après. Et donc ça me tracassait. Je me disais, faut que je trouve. Et en fait, j'étais là, mais non, en fait, ça va pas être ça. Je sais ce que je ne veux plus. Ouais. C'est cette vie, ce rythme, voilà, ce milieu aussi en général, parce que voilà, le milieu de la télé, c'est un milieu qui est dur. Soyons honnêtes. J'avais un rejet un peu là. J'étais à un moment, je savais même plus si je voulais encore travailler à la télé. J'étais pas bien. Et j'ai dit, voilà, j'ai eu le déclic en écoutant le podcast avec Sophie Train que tu as interviewé. Ouais. Et c'était fin mai et début juillet, je leur ai dit je vais partir et je savais pas vraiment encore ce que je voulais. J'avais une petite idée, mais j'avais pas de plan. Je partais pas pour une autre télé, je voulais juste arrêter cette spirale ce rythme quoi. Ouais, pour moi c'était vraiment une spirale négative, c'était dur. C'était vraiment très très dur physiquement, psychologiquement. Et je me suis sentie libérée quand je l'ai dit. Et pourtant, je savais pas ce que j'allais faire. Donc, c'était un peu le saut dans l'inconnu. Mais une fois qu'on l'a fait, en fait... C'est soulagé. On est soulagé. Voilà, on se dit, allez, on y va. De toute façon, quoi qu'il arrive, je me voyais pas en septembre repartir sur ce rythme. C'était pas possible. Donc... et j'étais tellement heureuse les premières semaines où j'étais tout le temps avec ma fille. Je la voyais tous les jours, quoi. Moi, ça m'arrivait pas de la voir tous les jours. C'était un bonheur. Ouais. Donc ça a été le déclic. C'est clair que ma maternité, elle a joué un rôle énorme sur ta vie pro. Donc du coup, en fait, sur l'équilibre vie pro vie perso, toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses tu vois, après, moi, j'ai été très vite habituée à dormir. Il y a des gens qui peuvent pas laisser leur bébé une nuit avant des années. Donc voilà, moi, j'ai pas eu le choix. Donc tu vois, hier soir, on est à Paris. J'étais pas chez moi. C'est pas grave, ça va. Ça, je le gère parce que je sais que je choisis, que j'ai cette liberté. Pour moi, ce qui est le plus dur dans l'équilibre vie pro, vie perso, c'est que c'est vrai. J'ai encore une fois là-dessus, j'en ai lu beaucoup des choses, j'en ai écouté beaucoup des podcasts, enfin, ça m'a intéressé. On nous fait croire que c'est peut-être possible, mais je suis pas sûre que ce soit totalement possible. Je pense que quoi qu'il arrive, quelque part, tu fais un sacrifice. Après, tu le choisis. Le mieux, c'est de le choisir, le sacrifice que tu fais. C'est de pas le subir. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai fait le choix de sacrifier peut-être ma carrière à la télé. Bon, je considère que dans ma vie, c'est pas ça qui me restera, ce sera plutôt ma famille et moi, mon état mental perso, quoi. Puis finalement, en fait, oui et non, parce qu'en fait, toi, tu continues en fait à faire des... Oui, du coup, je continue avec Beansport qui est venu me voir fin septembre par rapport à ça. Donc c'est cool parce que je m'organise comme j'ai envie, je continue à faire la compétition que j'aime, je bosse avec des gens qui sont cool, donc et je choisis. Voilà, c'est encore une fois, c'était ça l'important pour moi, je pense. Et puis, en fait, le fait de sortir aussi d'une situation de salariat, moi, personnellement, ça m'a enlevé... ce petit confort où tu réfléchis pas trop, tu te laisses porter, on te fait faire. Et c'est pas trop mon caractère finalement. Et du coup là, j'ai eu l'impression d'enlever cette couverture qui m'étouffait un peu et de me dire maintenant, vas-y, qu'est-ce que t'as envie de faire? Donc j'ai eu plein d'idées qui sont arrivées qui étaient pas là avant.
Et ça fait du bien quand on sent son cerveau en ébullition, c'est ça. Parce qu'il y a aussi la réalité du cerveau, comme ça, le mommy brain, donc le cerveau de la femme enceinte et après. Et effectivement, on est peut-être un peu asphyxié parce qu'on est concentré sur notre nouveau-né, donc on a moins d'envie d'extérieur. Moi, je sais que j'aurais pu rester, et ça mon mec il comprenait pas, mais j'aurais pu rester 1 mois enfermée à la maison. Je comprends. La première fois qu'on est sortis au bout de 10 jours, 2 semaines, c'était une souffrance pour mon mec de rester autant de temps à l'intérieur, mais moi j'étais agressée par l'extérieur. Je sais pas si ça a fait ça avec... Non, moi j'ai pas eu ça, Oh là là, mais je suis pas beaucoup sortie, j'avoue. Les premiers temps, ne serait-ce que moi aussi j'ai allaité. Et ne serait-ce que parce que je savais pas trop comment faire, quoi. Ça me paniquait trop, en fait, de me dire, ah là là, si à la fin, déjà que c'est pas trop calé, tu vois, faut que je sois au calme, tu vois. Ah ouais, alors ça, moi, déjà, je suis pas pudique, donc j'en avais rien à faire. Pas de soucis, les gens, ils sont pas contents. Je me fiche, je nourris ma fille, et ça me choquait pas. Mais je comprends ce que moi, c'était plus la logistique que le côté pudique, tu vois. Il y a moins de logistique avec l'allaitement que le biberon. Mais c'est vrai. Quand je suis passée au biberon, on a oublié les dosettes. Alors que, voilà, t'allaites, je suis là. C'est vrai. Mais je sais que la première fois que je suis sortie, les voitures, le bruit, la lumière, mais je me disais, mais comment les gens ont envie de sortir, de passer du temps enfin, moi je voulais juste être avec mon bébé, mon mec, et basta, le reste, quoi. Et là aussi je me suis trouvée vachement en décalage avec mes copines, les pauvres, parce que voilà, elles étaient toutes excitées, elles étaient contentes, et je trouvais qu'elles parlaient fort, je trouvais que... Mais c'est vrai, moi, t'as besoin, en fait, de calme. On le dit pas assez, t'as besoin d'être dans un cocon, mais réellement, quoi. Et tout pour moi était agression. Ouais. Vraiment. Mais je pense aussi, elle est née au mois de septembre, ta fille, c'est ça? Je pense aussi ça dépend, je sais pas, moi j'ai une théorie là-dessus, ça dépend aussi du mois. Ouais, je pense, parce que moi, tu vois, ma fille est née au mois d'avril. Et mon fils va naître au mois d'avril. Et en fait, comme c'est le printemps, je pense que tu t'es déjà tapé tout l'hiver, tu vois. Ouais, t'as envie de sortir. Donc, en fait, du coup, tu sais, il fait beau. Je pense que ça dépend aussi. Parce qu'au mois de septembre, en vrai, tu rentres dans l'automne. Alors, quand j'ai accouché, il avait fait pendant 2-3 semaines, il a fait 30 degrés. Ah oui. On allait vraiment l'été indien à Bordeaux. Et c'était trop agréable, hein. C'était génial pour moi. Je pouvais me balader avec elle dans les semaines après. Mais j'avais beaucoup profité de l'été, de l'extérieur, si tu veux, avant d'accoucher. Donc, j'étais pas frustrée. Voilà, c'est peut-être ça l'inverse. J'avais pas moi j'étais en maillot de bain, j'étais hyper bronzée, j'avais pas de frustration de l'hiver, si tu veux. C'est ça, Donc alors si j'avais pu passer tout l'hiver avec elle, à la regarder toute la journée, à m'émerveiller, mais j'étais fascinée, moi. Mais j'ai beaucoup de chance que j'ai une maman qui nous a vraiment élevés là-dedans, dans la fascination pour ce qu'est un enfant, de se dire c'est une personne, c'est pas... quelque chose qu'on ne considère pas. C'est vrai que donc de important. Nous avoir, moi en tout cas, m'a vraiment montré le côté c'est génial un bébé. Ça apprend beaucoup de choses, tu peux lui apprendre plein de choses, parle-lui, elle m'a donné beaucoup de bouquins avant que je naisse, elle avait été au Canada, au Québec, où ils sont très en avance sur nous sur l'éducation bienveillante, parce que je suis une fervente défenseuse, je sais pas si on dit, mais comment on dit, mais défenseur de ça, des bienfaits, je me forme à ça, je fais plein d'ateliers, donc je suis vraiment passionnée, mais ça vient de ma mère, je le sais. Donc pour moi, tu vois, j'entends des gens dire avant 1 an c'est pas intéressant un bébé. Ben si tu l'intéresses vraiment, c'est magnifique. C'est parce que tu t'es occupé d'eux très bien dans ces premiers mois que ils vont être pleins de confiance et voilà. C'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé les premiers mois. Enfin, j'aime toujours maintenant, mais je veux dire, j'ai beaucoup aimé les premiers mois, contrairement à ce que je pensais. Enfin, tu vois, et à ce que j'imaginais du fait de ce qu'on dit. Voilà. Mais c'est dommage d'avoir cette. C'est vrai. Ce cliché de dire ah oui ça fait que dormir et ça fait caca et ça mange, mais l'interaction, l'amour qu'ils ressentent, le fait de jamais ça, tu vois. Heureusement que j'avais été voir une sage-femme avant qui nous a dit aujourd'hui on sait, la neuroscience le prouve, on ne laisse pas pleurer un bébé. Un bébé il pleure parce que il a besoin de vous, il est dans un réflexe de danger, donc il ne faut pas écouter ce qu'on disait de les laisser pleurer, ça va leur faire du bien, ou arrêter de les porter, ils vont faire des caprices. Non. Aujourd'hui, on sait, c'est faux. Et ça fait du bien d'entendre un professionnel. Bien sûr, moi je savais pas, tu vois, c'est pareil, elle me l'a dit, je sais plus, alors tu vois, je vais m'en mettre dedans, mais je sais plus jusqu'à quel âge elle m'avait donné en fait un peu enfin bon, après nous, on a continué à faire comme on l'a jamais trop laissé pleurer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle disait franchement, les caprices, c'est pas avant... Alors déjà, ça n'existe pas un caprice dans le langage aujourd'hui, on sait, c'est aujourd'hui même...
Moi, de tout ce que j'ai lu, c'est 5 ans. Et là, j'ai encore en train de lire des études qui te disent, même vers 7 ans déjà, le cerveau de l'enfant n'est pas capable de faire ce lien de ce que dans le caprice, il y a une espèce de manipulation en fait. Et ça, c'est plutôt comment l'adulte le voit et l'interprète, alors que c'est juste les émotions des enfants qui sont pas gérées. Et c'est tellement intéressant, mais tellement, parce que ça parle de nous adultes en fait. Et les gens qui me disent, ah mais c'est bon, le monde des bisounours, ben non. Éduquons des enfants bienveillants, qui sont attentifs à leurs émotions, qui les comprennent, qu'on n'a pas nié, qui n'ont pas été tapés, parce qu'aujourd'hui on pense en France que c'est normal de taper des enfants. Moi ça me choque, mais voilà. Et je te dis, bon voilà, moi ça a été mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres, d'études, mais c'est fascinant sur l'humain en fait. Ça t'a un peu transcendé aussi. Mais en fait finalement c'était en moi, parce que je te dis, moi j'ai été animatrice en colo, je faisais des colos tout, depuis toujours, le BAFA, enfin les enfants, c'était quelque chose déjà qui m'intéressait. T'avais une c'est bonne vrai compréhension. que d'avoir eu ma fille, je me suis dit, et pour moi, ça se transpose, tu vois, avec le sport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le mental dans le sport, et ça joue beaucoup sur la culture en France. On est dans une culture où on critique beaucoup, on est beaucoup dans le négatif. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu l'autre côté des choses. On n'est pas obligé d'aller dans le positiviste extrême et de pas voir ce qui va pas, mais en fait, les enfants, à l'école en France, on leur dit beaucoup, t'es nul, tu vas pas y arriver, la prépa, c'est génial parce que tu te retrouves à avoir été un bon élève et d'un coup, on te met 3 et waouh, ça va t'apprendre la vie. Enfin, c'est prouvé par les neurosciences que ça n'apporte rien. C'est sûr. Quand on te dit t'es nul, tu vas pas t'améliorer. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est des trucs que je peux retrouver dans le sport où, à l'ancienne, les entraîneurs, ils vont avoir besoin de rentrer dedans, d'être méchants. Alors que peut-être, il y a des joueurs, ils ont besoin qu'on les mette en confiance. C'est ça, tu ça vois, dépend des personnalités aussi. Exactement. C'est clair, faut s'adapter à qui t'as en face. Et voilà, et pour moi, c'est pour ça que ce qui se passe à l'enfance, tu le vois aujourd'hui dans la société. Et je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi quand je suis retournée au travail, c'était violent, je le dis, parce que dans un sens, avec ton bébé, t'es dans une bulle d'amour. Il y a que, enfin en tout cas pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Je sais qu'il y a des parents qui sont dépassés et c'est très dur. Moi voilà, c'était vraiment, ok, elle pleurait, oui. À 18h, comme beaucoup de bébés, elle a une décharge émotionnelle, elle pleurait beaucoup. Oui, je me réveillais 4-5 fois dans la nuit. Ok, mais c'était un truc magnifique. Et quand t'arrives dans le monde du travail, moi j'étais pas prête. Les gens qui critiquent, alors peut-être dans notre milieu c'est plus fort, tu vois, mais les trucs mesquins, non mais personne fait attention à toi, on te parle. Il y a pas cette bienveillance. Rien s'était passé finalement. Et moi, ça, toi, t'as vécu un tsunami, quoi. Et c'était le tsunami, c'est ça. Et tu prends un peu une. Ok. J'avais oublié que la vraie vie c'était ça. J'aime pas du tout en fait. Je vais retourner chez moi. Oui, exactement. Rendez-moi mon cocon là, j'étais bien. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai pas vécu ça parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de commencer en fait à créer Jolie Bump. Activité. Juste après la naissance de Jeanne, donc du coup c'est vrai que voilà. J'ai pas eu ça a été plus doux, je pense que pour la prochaine enfant ce sera plus doux. Mais en tout cas je ferai en sorte que ce soit plus doux. Et du coup en fait t'as parlé du sport, donc je sais que t'es très sportive, et donc en fait je voulais parler un peu de ton rapport à ton corps de maman. Enfin déjà est-ce que t'as fait du sport pendant ta grossesse, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça, et puis aussi en post-grossesse, voilà, quel est ton rapport à ce corps? Alors, j'ai pas trop fait de sport parce que j'étais très très fatiguée. Les 3 premiers mois, franchement, chapeau à celle qui arrive à faire des trucs. J'ai envie de rien. De toute façon, j'avais la nausée toute la journée. À 19h, on me parlait, je faisais comme ça. mais j'ai fait un peu de yoga prénatal. Malheureusement, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai pas trouvé que c'était très efficace par rapport à... Moi, je faisais quand même pas mal de yoga et je trouvais ça un peu... pas adapté à mon niveau, alors que normalement ça doit un peu s'adapter, mais j'avais pas trouvé, je pense, les bons cours. Je marchais beaucoup par contre, mais j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions de Braxton, ce qui fait que mon ventre devenait très très dur à partir du 6e mois, et là il y a des fois on a fait 15-20 bornes de vélo, je souffrais quand même, c'était difficile. Puis bon, j'avais pas de pression particulière, franchement, j'avais pas grossi des masses les 6 premiers mois. Les 3 derniers, j'ai beaucoup grossi. J'avais des envies de sucre de malade. C'était horrible. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'était l'été, donc plus facile. Tu vois, t'es dehors, tu bouges, tu marches, t'es pas un peu confiné, tu te sens pas l'hiver. Non, ça va. Et puis bon, j'ai pris 14 kilos quand même. Ça va, c'est pas anodin. Je les ai sentis. Et en fait, non, moi, on te vend un peu aussi le truc de l'allaitement, ça fait maigrir.
suis pas tout à fait d'accord en fait. Moi, ça a été plus l'inverse. J'ai très vite perdu le poids du bébé quand je suis rentrée de la maternité. Ouais. Alors, c'est très bizarre son corps. Ouais. Ce ventre où il y a plus... Moi, j'avais des abdos, il n'y a plus d'abdos. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du vide. Et de plus sentir. Ouais. Et en fait, moi, j'ai beaucoup grossi pendant l'allaitement. Vraiment. Ouais. J'ai forci parce que trop fatiguée, parce que complètement déboussolée, parce que pas bien. Envie de pas me prendre soin de moi, complètement tournée vers mon bébé. Et j'ai beaucoup mangé de sucre aussi à ce moment-là. Et c'était dur. Hein. La vision de mon corps, c'était particulier. Alors déjà, t'as une poitrine. Moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, ça te fait bizarre. ouais, c'est clair. C'est un peu encombrant, on va dire. Ouais, moi qui en avais pas mal, je veux te dire que c'était l'angoisse. Et tu sais que j'ai recommencé un peu à faire du yoga. Et si j'étais par terre dans les positions, il y a un truc qui me gêne là. Ah oui, c'est la poitrine, Je suis pas habituée à ce rapport-là dans mon corps. Et en fait, au bout de 2 mois et demi, j'ai voulu recommencer à reprendre le yoga, donc avec des copines. Ça a été très dur pour ma fille. Je l'avais jamais quittée à ce moment-là. Donc c'était un cours le soir, hein, pourtant. C'est ma mère qui l'a gardée avec mes beaux-parents. Crise d'angoisse et tout. Compliqué. Bon, moi, j'ai fait mon cours. Horrible aussi. Ouais, c'est clair. Quand tu t'en rends pas compte, ça on te le dit peut-être pas assez, mais plus de force du tout. Voilà, tu vas faire une pompe, enfin sur le yoga tu peux pas te relever correctement. C'était un cours d'Ashtanga qui est très dur, le Ashtanga. Au bout de 10 minutes, j'étais complètement oxy. Alors en plus, on te dit de pas trop boire pendant ces cours-là. Moi, comme j'allaitais, il faut quand même boire. Donc bon, bref, c'était une catastrophe. Heureusement que je sais ce que c'est le yoga, que j'adorais, que je n'ai pas dit, bon stop, je le referai plus jamais. Parce que c'était dur. Et puis, j'ai recommencé doucement le yoga. Et en fait, au fur et à mesure, c'est quand même revenu. J'ai pas du tout recouru direct parce que j'ai un périnée très faible, même aujourd'hui. Très compliqué. 1 an et demi après, c'est compliqué. Tu continues à faire de la rééducation? Non, il faut que je refasse. Mais bon, avec le yoga, déjà, ça fait. Mais là, il faudrait que je refasse une plus sérieuse. Je l'ai fait sérieusement, mais c'était pas assez pour moi. Et puis alors, là, à l'inverse, comme apparemment aussi à beaucoup de femmes, j'ai beaucoup minci après. Moi aussi. Et je suis 3 kilos plus fine que ce que j'étais avant. Bon, évidemment, les seins, c'est parti, mais du coup, ça fait du poids en moins, forcément. Non, mais j'ai séché, on va dire, voilà, on m'avait vraiment dit, Clem, il faut 9 mois. T'as mis 9 mois à faire un bébé, il te faut 9 mois. Et je suis pas habituée, moi. Il fallait que ça revienne vite, que j'ai des sensations. Au-delà de comment mon corps il était, j'ai envie de sentir de la force. Tu vois, de pas se sentir faible comme ça, plein de gras, de cellulite que j'ai eu, hein, comme tout le monde. Et à partir du 9e mois, incroyable. Je sais pas pourquoi. On m'a demandé, franchement, j'ai pas d'explication. Alors, t'as moins de temps quand t'as un bébé. Effectivement. Hein, tu passes moins de temps que sur le canapé à rien faire. C'est clair. Donc, je mangeais moins. Ça, c'est sûr et certain. J'ai refait plus de yoga. J'ai beaucoup plus bougé parce que j'adore me balader avec ma fille. Donc, on partait en balade. Mais je saurais pas expliquer. Mais j'ai l'impression que c'est un peu physiologique parce que moi c'est pareil, en fait j'ai pas bougé pendant l'allaitement, mais du coup j'étais déçue. C'est pareil, j'ai stagné, j'ai pas spécialement grossi, mais et par contre quand j'ai arrêté d'allaiter, alors là d'un coup quoi, enfin ça, je sais pas, en 1 mois je me suis séchée de mangé les bénéfices alors. C'est ça, je me suis séchée de l'intérieur un peu quoi. Ça moi aussi j'ai séché. Après moi c'était beaucoup plus tard parce que j'ai arrêté d'allaiter à 3 mois et demi et j'ai commencé à sécher 8 mois quoi, postpartum. Mais c'était c'est étonnant, c'est étonnant, mais j'ai plusieurs femmes qui m'ont dit ça, donc je me demande si c'est pas un peu physiologique. Faudrait étudier la question. Je m'attendais pas à ça en tout cas. Par contre, je m'attendais pas du tout j'ai perdu énormément de cheveux, énormément. Ça moi je le savais, mais effectivement. Non, moi je savais aussi, mais vraiment moi ma dermato, elles m'ont dit qu'elles avaient rarement vu ça. Ah oui, j'ai vraiment perdu. Là ça se voit pas, mais tu vois les cheveux. Les gens verront pas au podcast. En gros. Ce que tu vois là, c'est tombé. Mais moi, j'ai toute la première ligne, tout ici, tout là, mais c'était l'enfer. Incroyable. Puis je fais quand même un métier d'image, donc j'étais un peu mal à l'aise. C'est hyper frustrant. Tu les vois tomber, tu te dis c'est pas possible. J'avais des cheveux magnifiques pendant ma grossesse, mais vraiment. Oui, parce que t'as des beaux cheveux. Qui ont éclairci, qui étaient. Et là, j'ai dit, mais c'est une blague. Ça va jamais s'arrêter ce truc. Et ça, ça s'est arrêté au bout de combien de temps? J'ai eu 2-3 mois de très grosses pertes. Mais du coup, ça commence seulement à me faire une frange. Si tu veux, je suis 16 mois après l'accouchement. Hein, donc, c'est la mauvaise surprise de... non, mais moi, les cheveux, c'est important quand même. Et... non, c'est clair. Et puis moi, c'est la première ligne, donc ça se voit. Tu vois, si encore c'était en dessous, derrière...
Ah, ça, c'était dur. Et alors, du coup, je vais aller voir une naturopathe parce que très fatiguée. Elle m'a dit, écoute, je pense que j'ai eu des caries. Enfin, j'ai eu plein de trucs. Ça, c'est classique aussi, pareil, ouais. Et en fait, il faut peut-être... j'ai une fatigue profonde. Et donc, là, on est en train de réajuster. Je commence enfin à sentir les bénéfices, à être moins fatiguée. Mais ça prend du temps. Le corps, il prend cher, hein. Bah, quand même, ouais. En fait, on dit pas beaucoup, finalement. Mais on dit pas pour dire on veut pas effrayer. Non. Ouais. Éduquons les gens. Faut le savoir, donnons les outils aux gens, aux femmes. Évitons de les aveugler, de dire ça va être merveilleux, de leur mettre une pression. Dites-leur, il y a ça peut se passer. Tu peux ne pas perdre tes cheveux. Tu peux avoir des boutons pendant ta grossesse ou pas. Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a tout ça. Et parce que moi, pendant tu vois, la période des 3 premiers mois où j'étais pas bien, je me sentais vachement... culpabilisée par l'image qu'on renvoyait des femmes enceintes. Parce que je correspondais pas à cette image-là. Je me disais, attends, je suis une mère indigne. Enfin, t'es déjà en train de te dire, je suis bizarre, je suis pas normale. Non, tout ça, c'est normal. Mais on le dit pas assez. C'est vrai. Tu vois, on peut être n'importe quoi enceinte, mais il faut juste dire que ça peut exister. Les possibilités, exactement. Et malheureusement, je trouve qu'on le dit pas assez. Et aujourd'hui, je regrette rien. Enfin, voilà, m'en fiche, mon corps il a changé. C'est très cool. Enfin, mon corps il a... Je sais pas si t'as fait, mais moi pendant des semaines j'étais putain, j'ai créé une fille quand même. C'est un truc de malade. J'ai créé un être humain. C'est vrai, je peux trop réaliser ça. Et ben moi avant d'avoir un enfant, ça me posait, je sais pas, j'y pensais pas. Mais une fois que je l'ai fait, je me disais c'est fou. Ça t'a donné une fierté. Peut-être un peu plus de bienveillance. Envers ton corps. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent ce qu'on dit, il faut. Il faut. C'est de l'entraînement. Non, mais c'est vrai. Et alors maintenant, on va parler un peu de transmission et d'éducation. Donc en fait, quelles sont, du coup, je pense que j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup à ça. Donc quelles sont les valeurs essentielles que tu veux transmettre à ta fille? Et voilà, enfin, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent vraiment essentielles, incontournables? Moi, je suis pas du tout dans le truc faut qu'elle sache dire merci, bonjour, au revoir. Ça fait pas des enfants heureux, des enfants à qui on a juste appris ça. C'est clair que c'est une passion pour moi, l'éducation. J'ai vraiment, vraiment lu des centaines de pages là-dessus. Je me suis formée, je suis en train de me former je fais des trucs sur Montessori, sur plein d'ateliers, Faber et Maslich notamment, Éducœur, Thomas Gordon. Donc c'est des courants de parentalité. Et j'ai découvert énormément de choses, c'est hyper intéressant. Et moi, je pense que la chose que je veux pour elle, c'est qu'elle ait confiance en elle, qu'elle soit autonome, parce que c'est aussi... Voilà, Montessori, j'aime beaucoup pour ça. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême, mais c'est donner ce pouvoir aux enfants, je trouve que c'est magnifique, quoi. Et petit, très petit, ma fille, elle a 16 mois, elle fait plein de choses d'elle-même et elle est trop fière. On a appris la langue des signes pour elle. Enfin, non, on n'a pas appris la langue des signes parce que ce serait insulté, c'est pas vrai. On a appris des signes pour signer avec elle sait dire plein de choses, elle comprend plein de choses. Mais c'est génial parce que t'enlèves quand même beaucoup de frustration à un enfant. Oui, tout à fait. Ça les apaise. Voilà. Et moi, ce que je voudrais pour elle, c'est ça, c'est qu'elle n'ait pas peur d'être elle-même. Et que la différence c'est bien, et ça m'apprend à moi aussi parce que je suis quelqu'un qui a des idées très fortes, qui a un gros caractère quand même, donc avoir un enfant ça te remet en question en permanence, donc c'est génial et j'ai aucun problème à le faire avec les enfants, plus avec les adultes. Et du coup j'aimerais que ma fille elle ait cette bienveillance, cette empathie envers les gens, de se dire n'essayez pas comme moi, c'est pas grave, je vais pas me sentir agressée et moi je suis heureuse. Voilà, c'est ça surtout le plus important, parce que je serais trop heureuse si ma fille elle me dit qu'elle a aidé à la cour de récré, que qu'elle est dans qu'elle fait attention aux autres, et c'est important, moi je trouve, si on veut un monde meilleur. Et c'est pas le monde des bisounours, c'est juste un monde meilleur. Et du coup, en parlant de transmission ascendante un peu, tu as parlé un peu de ta maman. Enfin, en quoi est-ce que ta relation avec ta maman elle impacte ta vision de la maternité? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, ou voilà? C'est clair que j'étais très contente d'être à côté d'elle quand j'ai eu ma fille. Et je pensais pas à ce point-là avoir besoin d'elle. Et c'est marrant. Et c'était un soulagement énorme qu'elle soit là. Parce que même, j'avais plein de questions et de comment on fait. Enfin, est-ce que c'est normal? Alors, il y a plein de choses qu'elle avait oubliées. Regarde, toi, ta fille a 3 ans et demi, t'as oublié. Donc, j'ai plein de trucs, c'est clair. Mais quand même, ma mère, elle est très, très dans ce truc-là. C'est une personne extrêmement gentille. Donc, c'est vrai que le lien mère-fille
Il est particulier. Je pense que je suis heureuse d'avoir une fille pour ça. Ouais. Je voulais une fille, je suis honnête. Parce que j'ai qu'une sœur, on est que des filles dans ma famille. Donc pour moi, c'était important d'avoir une petite fille. Aujourd'hui, je serais heureuse d'avoir un petit garçon si j'en avais un. Ouais. Parce que je pense que c'est important d'élever des garçons bien féministes, si je puis dire. Mais tu sais, j'ai lu plein de choses aussi sur ça, de se dire, et je l'ai dit à ma mère, ça l'a fait sourire, quand t'es une maman et que tu portes une petite fille, tu portes tes futurs petits-enfants. Parce que les petites filles dans le ventre, elles ont déjà leurs ovules, les ovaires qui marchent. Donc elles ont déjà une partie de la génétique de tes futurs petits-enfants. Et je trouve ça beau, tu vois, de dire ce lien mère-fille que t'as. Et non, mais moi, ma mère, elle m'a donné direct les livres qu'il fallait lire. Enfin, elle m'a ouvert les yeux sur tout. C'était génial, quoi. Et sans juger. Oui, et c'est important. Ça c'est important. C'est pas forcément parce que évident. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des relations assez compliquées avec les parents d'écouter. Et non, donc c'était. Du coup, elle est très présente en fait. Bah du coup, nous on a de la chance. Nos parents, ils sont à la retraite et ils gardent notre fille une fois par semaine chacun, donc ils ont un lien très fort avec elle. Ça c'est cool aussi. Que j'ai pas eu moi avec mes grands-parents, donc je suis contente de leur offrir ça. Je sais que c'est le moment de bonheur pour eux dans la semaine. C'est clair. Et qu'est-ce que tu penses du sentiment de culpabilité ? Bon, t'en as un peu parlé, mais ça c'est un sentiment que t'as ressenti, mais est-ce que t'as réussi du coup à le surmonter ? Est-ce que c'est un sentiment qui t'est encore familier ou maintenant, enfin voilà quoi. Je sais pas s'ils quittent un jour les parents. C'est dur de se dire je fais ma vie, tu vois, ça aussi, on est un peu bombardé de ça. Prenez soin de vous. Une personne qui se prend soin d'elle va mieux s'occuper de ses enfants. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est dur à faire. Franchement, dans les faits, c'est un truc tout bête. Mais tous les matins, quand je me réveille, si je l'entends que c'est elle qui m'a réveillée, parce que je ne suis pas réveillée avant, et que j'ai envie d'aller faire pipi, je suis obligée de me forcer, de me dire non, va faire pipi avant et après, ne va pas t'occuper d'elle tout de suite, parce que sinon, mais instinctivement, j'ai envie d'aller faire et de me dire, je te jure que c'est un mantra dans ma tête, je me dis prends soin de toi d'abord, et c'est juste je vais faire pipi. Je comprends, mais ça part de là. Mais tu vois à quel point c'est difficile, parce que t'as envie que ton bébé il sente que t'es là, quoi. Je pense que ça doit être tellement déroutant pour un petit enfant d'arriver dans le monde. Et la seule survie qu'ils ont, c'était les parents. Donc, si on n'est pas présent, c'est une angoisse monstrueuse, tu vois. Et je pense que je me mets beaucoup de pression par rapport à ça. Mon mec, beaucoup moins. Il est plus tranquille. Il dort plus tranquille. Je dormais pas bien au début. C'était difficile. Et la culpabilité, aujourd'hui, après, je culpabilise plus de partir faire travailler. Après, je te cache pas qu'il y a plein de fois, je me dis, je serais bien avec ma fille, quoi. Mais une fois que j'y suis... Mais t'acceptes, t'as réussi à surmonter... Après, je sais pas si c'est dans l'ADN des parents de culpabiliser ou je si pense. On en parle pas assez, j'en sais rien. C'est assez partagé quand même comme sentiment. Donc, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Parce que t'as envie de leur montrer que les parents ont une vie et que c'est un bel exemple. Et en même temps, t'as envie d'être là H24. C'est ça. Ce qui est pas possible et étouffant aussi. Et pas forcément souhaitable, effectivement. Exact. C'est dur. Tu vois, là, pour moi, l'équilibre est plus difficile à trouver que vie pro, vie perso. Parce que dans l'équilibre avec ton enfant, est-ce que tu donnes trop ? Est-ce que tu donnes pas assez ? Là, tu te poses des questions qui sont existentielles. Et par essence, effectivement. Existentielles, Est-ce que du coup, t'arrives à trouver du temps pour toi ? Parce que... Mais vraiment pour toi, quoi. Donc, pas pour le travail. Après, mais tu dois le savoir un peu, mais quand tu travailles à la maison, parce que j'essaie de créer une entreprise, c'est difficile d'avoir la limite, tu vois. Elle va à la crèche, donc j'ai des moments pour moi. Mais bon... Je sais pas quand c'est la dernière fois que je suis sortie danser, boire un verre, voilà. Ça me manque, hein. Je le dis, aujourd'hui, ça me manque. Il y a 6-7 mois, ça me manque. Je t'aurais pas dit ça. Aujourd'hui, ça y est, je commence. Et pareil, tu vois, j'ai lu un truc et ça m'avait marqué que c'est souvent à partir du moment où l'enfant marche, que, en tout cas, la maman commence à s'autoriser le droit d'avoir une vie à côté ou de revivre ce qu'elle pouvait vivre avant, et de pas oublier la femme qu'elle était avant. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait ce sentiment-là, tu vois, Et c'est pour ça que je ne suis pas enceinte du deuxième là. Et tu vois, on te dit, moi j'ai 2 ans d'écart avec ma sœur, donc ce serait maintenant en gros. Et je me dis, c'est dur de prendre la décision de refaire un deuxième enfant quand tu commences juste à retrouver un rythme. C'est vrai. C'est pas facile, tu vois. Le premier bébé, tu le fais, tu sais pas trop. C'est vrai. T'es un peu... ça va être magnifique, on verra, on essaye, on sait pas combien de temps ça va prendre, c'est pas ce que c'est, donc on n'a pas une attente forte. Le deuxième, tu sais quand même. Tu sais que ça prend du temps, et surtout pour les femmes, notre corps, il faut être capable de dire j'enchaîne.
Ouais. Donc, non, c'est vrai, moi, ils auront 4 ans d'écart, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Mais finalement, ouais, c'est vrai que du coup, on a quand même eu le temps, comme tu dis. Un enfant de 4 ans, t'as quand même eu le temps de... voilà, de te reconstruire. De te reconstruire et de passer... Et de dire, d'accepter les changements aussi. Voilà. Parce que moi, là, je sais pas si t'as eu, bon, ça y est, tout le monde me dit, et le deuxième. Bon, attendez, laissez-moi 2 secondes, elle a 16 ans. Laisse-moi atterrir. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, laissez-moi avoir la possession de mon corps, de revenir, de trouver mon équilibre dans ma vie. Voilà, je me dis, là, repartir pour un deuxième, c'est une vraie question. C'est une compliqué. vraie question. Ouais. C'est vrai. Et du coup, en fait, tu disais que tu avais beaucoup lu. Alors, enfin, je sais pas si tu vas pouvoir tout nous citer, mais en tout cas, je prendrai des notes. Est-ce qu'il y a des livres, donc dans ceux que tu as lus, qui t'ont particulièrement marqué, que tu recommandes en fait de lire pour les mamans qui nous écoutent? Moi, je pense qu'au lieu de te donner un kit de nettoyage de ton bébé, on devrait te donner 2 livres qui sont essentiels à la parentalité. Mais il y a un livre qui est génial de Catherine Guéguen qui s'appelle Vivre heureux avec son enfant. D'accord. Qui est une pédiatre renommée en France, qui est exceptionnelle et qui ne donne que des cas concrets qu'elle a eu dans son cabinet. Basé sur les neurosciences, donc ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau de l'enfant, et parce qu'il y a beaucoup de sceptiques par rapport à ça, je le sais. Mais quand la science dit les choses, c'est beaucoup plus facile d'entendre. Oui. Voilà. Et du coup, il est très bien fait parce que très bien vulgarisé, c'est pas compliqué. C'est le premier livre que j'ai lu en rentrant de la maternité, et ça m'a calé pour le reste c'était parfait, c'était vraiment ça commence en fait dès les nourrissons en fait. Oui, ça s'applique exactement. Ça s'applique jusqu'à très tard, hein, mais je veux dire c'est vraiment il y a une partie sur les nourrissons et sur le cerveau, comment marche le cerveau d'un bébé. Enfin, moi j'ai appris c'est génial. En gros, ils ont pas de... Pour gérer des émotions, on a le cerveau archaïque et on a, je fais très simple, mais on a le cortex frontal qui est la raison, donc ce qu'est l'adulte a. Sauf que un nourrisson n'a pas ce cortex frontal. Il ne peut pas gérer une émotion, il ne peut pas se raisonner. S'il pleure, il ne fait pas un caprice. Les gens qui te disent « mais quand je le prends dans les bras, il arrête ». Oui, parce qu'il est apaisé et que c'était la bonne solution qu'il fallait faire. Donc ça, ce livre, il t'explique bien le fonctionnement. Et le deuxième, c'est Au cœur des émotions d'Isabelle Fillosa. D'accord. Donc une grande psychothérapeute qui est la figure de ça, de la parentalité, est souvent dans les maternelles, est souvent interviewée. Et c'est un bijou, ce livre. C'est un vrai bijou. Franchement, et moi, il m'a beaucoup apporté à moi en tant qu'adulte. C'est au cœur des émotions, adulte et enfant, en fait. Au cœur des émotions de l'enfant. De l'enfant, d'accord. Sauf que un être adulte est construit face à ses émotions de l'enfant. Bien sûr. Et en fait, ça te fait vraiment relativiser des choses, comprendre des choses, tes réactions. Voilà, les parents sont souvent démunis face à leur enfant parce que ça leur renvoie leurs propres émotions. Tu peux pas savoir ce qu'un enfant va te faire tant que ça t'a pas déclenché en toi. C'est vrai. Les gens supportent pas les cris, supportent pas les pleurs parce qu'ils ont jamais eu le droit de pleurer, peut-être. J'en sais rien, tu vois. Oui, bien sûr. C'est beaucoup d'introspection. Exactement. Mais du coup, ça t'apprend à réfléchir là-dessus et à te poser, à avoir plus de bienveillance envers toi et surtout envers ton enfant. Parce que, en gros, ton enfant, il est juste pas capable. Voilà, si tu pars de ce constat-là, il sait pas gérer une émotion, il a besoin de toi. Basta. Il fait pas un caprice, il a une colère, il a une émotion. Voilà. Et je te jure que ça te change la vie dans la pression que tu peux te mettre face à un enfant qui crie et tu comprends pas. Tu te dis juste, il sait pas faire, je vais l'aider, je suis là, je suis tranquille et ça ne me fait rien. Je sais que c'est facile à dire, mais ça marche. Mais oui, mais du coup, donc ces deux livres-là t'ont aidé... c'est vraiment c'est des bijoux. Il y en a. Après, si tu veux aller plus loin, des enfants plus grands... Écouter pour parler et parler pour écouter aux enfants de Faber et Maslich. Donc c'est les ateliers que je suis aujourd'hui, c'est très pragmatique, c'est très concret, c'est super. D'accord. Pour les gens qui ont des enfants plus grands, pour comprendre les situations de conflit au quotidien, c'est top. Cool. Et puis après il y a les livres sur Montessori, Apprends-moi à faire tout seul de Charlotte Poussin. C'est des bonnes astuces. C'est intéressant. Super. Écoute, je mettrai en description de l'épisode tous ces liens. Écoute, merci beaucoup Clémentine, c'était hyper riche pour cet échange. Merci. Et puis donc si on veut te suivre, donc c'est sur Instagram. Sur Instagram, c'est Clem Sarala. C'est ça, exactement. Et puis bien sûr sur Bein, voilà. Et puis surtout tu nous tiens au courant de tes prochains. Mon projet futur, ça sera autour de tout ça, de la maternité, du sport, voilà. C'est vraiment un truc passionnant et je trouve qu'on n'a pas assez d'outils, on n'est pas assez prête pour ça, donc super. J'ai envie d'aider. Très bien. Écoute, on relaiera l'actualité. Voilà, merci beaucoup Clémentine. Merci à toi. Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Joli Bump, rendez-vous sur Instagram @jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Joli Bump et Indie Crew. À très bientôt.